Bonjour à tous, nous allons aborder dans ce magazine l'évolution du tir à l'arc, comme arme à partir des temps préhistoriques jusqu'au sport de loisirs d'aujourd'hui. Il y a 20 000 ans apparaissaient les premiers arcs, et Elia du musée de l'archerie va nous en parler dans ce premier reportage. On a des reconstitutions d'arcs préhistoriques et ces arcs-là, ils datent du néolithique, voire même de la fin du paléolithique inférieur. Alors effectivement, on a tendance à dire en Europe que l'âge d'or de l'archerie, c'est le Moyen-Âge, puisque ça a été l'arme de guerre, on va dire, favorite de l'armée anglaise d'abord, et puis de l'armée française à la fin, puisque effectivement, pendant la fameuse guerre de 100 ans du Moyen-Âge, on a donc, pour faire dans la généralité, les Anglais face aux Français qui se disputent le trône de France. Et on a d'un côté une armée organisée avec des bataillons d'archers formés de manière professionnelle et de l'autre côté une armée encore, on va dire, de tradition chevaleresque, l'armée française, où on a bien sûr la piétaille, donc les soldats à pied, les chevaliers, et on engage en plus des mercenaires génois qui sont arbalétriers, parce qu'on trouve que l'arbalète est plus moderne, on va dire. Il y a un effet de mode à l'arbalète, et puis bien sûr le trait d'arbalète fait énormément de dégâts. On est sur une flèche qui peut transpercer facilement 2 victimes, voire plus, donc ça plaît beaucoup, mais le problème c'est qu'on est encore dans une tradition assez ancienne et on va vite s'apercevoir que l'arc, bien qu'étant plus simple, s'avère beaucoup plus efficace sur les champs de bataille. De la guerre de 100 ans, on retient 2 batailles, Crécy et Azincourt. Les deux fonctionnent à peu près sur le même modèle. On a une armée anglaise qui est déjà sur place, qui est en infériorité numérique par rapport à l'armée française, mais qui sait très bien travailler ses stratégies de bataille. Et dans le cas de Crécy ou d'Azincourt, il s'avère que les Anglais sont sur une position en hauteur, sur des collines. L'armée française arrive bien souvent, donc pour Crécy, sur le bas de la colline, et pire encore à Azincourt, c'est un effet d'entonnoir entre 2 collines où se trouvent les Anglais. Et le temps n'aidant pas, puisqu'à chaque fois il est question d'un orage presque apocalyptique où les chevaux vont venir s'enfoncer dans la boue, les archers anglais, avec leurs armes assez légères et assez rapides à utiliser, de plus toujours en hauteur, vont décimer les rangs de l'armée française qui se trouve en contrebas et qui ne peut rien faire. Donc, effectivement, le longbow anglais va être une arme marquante pour la guerre de 100 ans, que ce soit à Crécy ou à Azincourt, et on va dire que c'est l'utilisation de cette arme qui va mettre fin à la tradition de la chevalerie dans l'armée pour passer à une armée beaucoup plus professionnelle avec des armes de jet adaptées. Dès 1260, Saint-Louis publia une ordonnance par laquelle chacun était requis de prendre exercice du noble jeu de l'arc plutôt que de fréquenter d'autres jeux dissolus. Les jeux de hasard sont interdits. Le tir à l'arc se développe dans les villes et les campagnes. L'arquebuse met fin à l'utilisation de l'arc comme une arme. En 1515 à Marignan, les 2 camps utilisent déjà des arquebuses. Le maniement de l'arc est maintenu, encouragé, et les archers se regroupent dans des compagnies d'arc. En 1733, l'abbé de Soissons, de Pomponne, édite les statuts et règlements généraux pour toutes les compagnies d'arc du royaume de France. 79 articles réglementent la pratique du tir à l'arc. Beaucoup de compagnies d'arc d'aujourd'hui arborent fièrement 1733 comme date de création. Le reportage suivant évoque cette période, 1500 à 1789. Une fois que les arcs et les arbalètes vont être délaissés d'un point de vue guerrier, des archers et des arbalétriers vont continuer à pratiquer le tir sous forme de loisir, se constituer sous forme de compagnies qui vont reprendre un peu l'organisation militaire. Donc vous avez des capitaines, des lieutenants, etc. Ça jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, où ces compagnies d'arc, ces regroupements, ces associations finalement, vont être dissoutes
comme toutes les associations sur le territoire français. On va les revoir apparaître à la toute fin du XVIIIe siècle. Et ensuite, on a un vrai développement du loisir au XIXe siècle. La compagnie d'Arc du chemin vert de Noyon reprend ses traditions plusieurs fois séculaires. Les chevaliers de l'Arc représentent toujours d'une façon à la fois symbolique et active les confréries de Saint-Sébastien créées à Soissons au IXe siècle. Cette épreuve porte le nom de bouquet provincial. L'âge des concurrents importe peu, leur sexe aussi, et leur corpulence également. Dans les statuts de 1733, il est question que pour être chevalier, on doit être de religion catholique. Donc je pense que depuis très longtemps, la relation entre l'Église et l'archerie est très importante, puisque l'archerie, comme on sait, est sous la dépendance de Saint-Sébastien, Sainte-Ursule, des saints qu'on a beaucoup honorés lors des fêtes des bouquets provinciaux. Après la dissolution des compagnies d'Arc à la Révolution, il faut plusieurs années pour relancer la pratique de l'archerie. Des fêtes de l'archerie se développent, on appelle ça les bouquets provinciaux. Par exemple, en Picardie, chaque petit village possédait une compagnie d'Arc et a organisé dans son histoire un bouquet provincial. Retour sur cette fête traditionnelle qui existe encore aujourd'hui. Les bouquets provinciaux, c'était un échange entre deux villages. On échangeait un bouquet, on échangeait des relations, et ça se faisait d'une province à l'autre. D'où l'idée de bouquet, de transfert d'un endroit à l'autre. Le bouquet, simplement, donc les archers arrivent le matin très tôt pour s'inscrire à la mairie du village. Donc chaque compagnie va envoyer son greffier qui va s'inscrire à la mairie du village, et dans l'ordre d'arrivée, la compagnie va être dans l'ordre du défilé. Le bouquet va arriver porté par des jeunes filles qui sont en blanc et qui portent le bouquet, le vase. C'est un vase dans lequel il y a des fleurs, et ce vase va défiler dans les rues du village. Le matin, donc, on défile dans les rues du village avec ensuite les archers, les autorités, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les capitaines d'archerie, le public et le clergé. Le clergé est là très, très présent. Le clergé est là avec l'évêque, le prêtre, l'archiprêtre, enfin en général, c'est très important. Et donc, ces gens-là se promènent dans le village, et jusqu'à l'heure de la messe. Il y a une messe qui va avoir lieu en plein air, et ensuite, il y aura des discours qui sont faits par les autorités, par le capitaine de la compagnie où se déroule le bouquet, et puis par le sénateur, le maire, etc. Toute la compagnie participe, mais aussi toute la commune dans laquelle va se dérouler le bouquet. Donc ça va des enfants, des femmes, des hommes, de toute la famille, tout ce qui peut être impliqué dans la préparation des fleurs, parce que le village va être décoré, on va préparer des banquets, on va préparer l'église, on va préparer des choses qui vont se faire en plein air, on va préparer le jeu d'arc. Donc c'est très important que toute la population participe à cette fête. Les traditions dans l'archerie ont donc traversé des siècles. Le tir à l'oiseau, le tir au papegay existe toujours. Il permet de déterminer le roi de l'année dans une compagnie d'arc. Retour sur cet événement à Marny-les-Compiègnes en 2021. Cette année, la compagnie d'arc de Marny-les-Compiègnes fête ses 200 ans. 200 ans de tradition transmise de génération en génération. Au sein d'une compagnie, on a un ensemble de règles de sécurité, mais aussi de respect des autres. Ça se traduit par un ensemble de règles comme le salut avant de tirer. Archer, je vous salue. Salut. Salut. Aujourd'hui, c'est le tir à l'oiseau, mais avant tout une autre tradition, le défilé.
Le tir à l'oiseau a lieu tous les ans pour élire le roi et pour les jeunes, le roitelet. Si l'oiseau est abattu 3 ans de suite par la même personne, elle devient alors empereur à vie. Pour cet événement, les archers doivent alors toucher mortellement un oiseau en bois. On va procéder au traditionnel, alors, au tirage au sort. Il y a un ordre précis au tir à l'oiseau. D'abord, la reine. Ensuite, le capitaine, le premier lieutenant, le deuxième lieutenant, le sous-lieutenant, Estelle, Christophe, Aurélien, Axel, Mathieu, Greg en dernier. Donc on va se mettre au pas de tir. Madame la reine. Ah, je pense que c'est bon. On va regarder. On va regarder si l'oiseau a été touché mortellement, comme on dit. Là, rien, ça va être la perche. Non. On remet la perche, on remet l'oiseau. L'oiseau n'a pas été mortellement touché. Il a touché la perche. Cette année, après 3 heures de tir, l'oiseau a été abattu par le capitaine. À voir, à voir. On va contrôler encore une fois. C'est mieux que ça reste dans la famille maintenant que tu as acheté. Bravo chevalier. Voilà. Comment avez-vous fait pour abattre le volatile? J'ai lancé des lancoches et j'ai frappé du fer. Félicitations. Du côté des jeunes, Alexis est de nouveau le roitelet. Bravo chevalier. Voilà. Attention, la collade. Voilà. Comment avez-vous fait chevalier? J'ai lancé de l'encoche et frappé du fer. Bravo. Dans la compagnie, il règne une ambiance très conviviale. Ça, un petit peu l'avantage, c'est que c'est ouvert à tous. Les femmes, les hommes, les personnes âgées, les jeunes. Donc on a un brassage ici culturel qui est intéressant puisque c'est ouvert à tous. Parce que le tir à l'arc, c'est aussi bonne amitié entre les personnes. Et j'ai trouvé une très bonne ambiance à Marigny-Compiègne et ça fait quelques années que j'y suis et ça fait 3 ans que je suis président.